Bonjour ou bonsoir à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tout va bien pour toi. Nous sommes le 21 avril, si je ne me trompe pas, il est 21h16. N'oublie pas de prendre de quoi noter, de bien t'asseoir et de mettre ton téléphone sur silencieux. Si tu regardes ce call en replay, essaye en tout cas de ne pas être dérangé. Bonsoir à ceux qui sont avec moi. Merci pour votre présence. N'oubliez pas, vraiment, comme je le dis toujours, de prendre de quoi noter. C'est important. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous comprenez pourquoi c'est important. C'est ce qu'on appelle le schéma d'apprentissage. Allons de l'avant. Avertissement important, les informations présentées disponibles dans ce webinaire sont uniquement destinées à des fins pédagogiques. Les informations ne doivent pas être confondues avec des conseils en investissement, mais plutôt des exemples éducatifs de l'analyse technique des marchés. C'est les mentions légales, je le répète à chaque fois. Le programme de ce soir, je n'ai pas mis la slide à jour, mais je le connais. On va parler d'abord de prérequis, définition, ensuite comment utiliser. Après, il y aura une deuxième partie sur savoir ce que l'on trade. Pour les prérequis de ce call, vraiment, comme d'habitude, je vous recommande d'utiliser votre compte MT4, peut-être même maintenant MT5, comme on va commencer à se placer sur des actions. D'utiliser votre compte démo et d'utiliser tous les jours votre compte démo. Utiliser le Telegram, de regarder les 3 vidéos. Et encore une fois pour ce call, cette vidéo-là est très importante. Je vous ai mis dans le call replay cette vidéo-là qui est importante. S'il y a des personnes qui ont été là dimanche, donc vous allez comprendre parce que c'est un peu la suite. Si vous n'avez pas été là dimanche, je vous demande de prendre de quoi noter. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? On va commencer. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Ouais, par exemple, pour la psychologie, actuellement, j'ai volontairement fermé les charts. Donc, je ne sais pas les cours à combien ils vont être et j'en ai pas besoin. Je suis concentré et puis on continue. Ok, pas de souci. Commençons par ce qu'on appelle par la théorie de dos. Il y a des gens qui savent ce que c'est la théorie de dos? Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est? Alors, est-ce que je peux avoir une définition que vous pouvez définir à votre mère, à la théorie de dos? Alors, des points de plus en plus hauts. Les autres? Parce que ça, c'est une des applications de la théorie de dos, en fait. Ce n'est pas la définition de la théorie de dos non plus. C'est ce qui permet de trouver la tendance générale. Ça, j'aime bien le mot tendance générale. Permet de savoir le sens de la tendance. Ouais, je préfère un peu plus. Je préfère un peu plus cette définition. Ce n'est pas du tout le retracement. Je préfère un peu plus la notion de tendance. Vous allez comprendre. La théorie de dos, c'est l'ensemble des règles qui peuvent guider les investisseurs dans leurs analyses techniques afin de repérer des cycles dans les valeurs boursières ou les valeurs mobilières. Elles sont réparties en 3 phases, primaire, secondaire et mineure. Et c'est une phase, donc c'est mineur avec E et mineur. Qui connaissait cette définition de la théorie de dos de cette manière? Alors, Véronique, tu as parlé des poupées russes, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Véronique, les poupées russes. Tu vois, pour ceux qui n'ont pas compris, vous allez comprendre dans l'exemple, mais Véronique, tu as parfaitement raison. C'est exactement les poupées russes. N'oubliez pas, dans le call de dimanche, j'avais parlé de la stratégie des mouvements qui étaient sur les marchés avaient une tendance à être répétitive. Mais on va simplifier quand même cette définition très technique, on va la simplifier. On va la simplifier parce que si je rentre dans les détails, on va en avoir pour 2 heures de call. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que on va appliquer par rapport au trading et sur les marchés. On ne va pas regarder par rapport aux valeurs mobilières, mais on va vraiment juste essayer de comprendre des principes. Parce que c'est vrai que, alors, quand on dit théorie de dos, c'est des points de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts pour une tendance haussière et tout ça, et qu'on peut résumer à une définition de tendance. Mais en fait, c'est beaucoup plus poussé que ça. Ça, c'est une simplification de la théorie de dos qui permet en tout cas de rentrer en mode surfacique. Mais la théorie de dos, c'est de se baser sur les points hauts et points bas du marché afin de déterminer le contexte, comme on a dit tout à l'heure, la tendance. Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit? Vous n'êtes pas perdu? Ok, j'ai que 2 oui, mais je pense que tout le monde est avec moi. Super, super. On va déjà comprendre
la notion de mouvement de marché. Qu'est-ce qu'on appelle un mouvement de marché? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce qu'on appelle un mouvement de marché? Je pense au fait que même ce cours-là aurait dû être pour les personnes avancées, en fait. Alors, RHRBZC. Je ne suis pas trop d'accord. Pas dans la théorie de dos, en tout cas. Alors, pour le moment, il n'y a aucune personne qui a raison. Je n'ai pas vu la bonne réponse. Je vous donne la réponse et je pense que ça va vraiment aider les personnes même avancées ou les personnes qui sont dans un niveau moyen qui veulent aller un peu plus. Un mouvement de marché, et c'est avec la théorie de dos, c'est que tout actif suit une tendance principale dans laquelle il y a une réaction secondaire et on peut observer des courtes fluctuations. Donc, dans un mouvement, il y a 3 mouvements. Si vous n'avez pas compris ce que je dis, je simplifie encore. Tout actif suit une tendance sur 6 mois ou à plusieurs années, réagit de 10 jours à 3 mois et s'observe sur quelques heures à 1 mois. Si vous n'avez pas compris, j'ai encore une façon encore plus simple. C'est visible sur un graphique weekly ou monthly, sur un graphique visible sur un graphique H4 et daily, et visible sur un graphique en minutes et en horaire. Mais exactement, c'est ce que Véronique a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les poupées russes. On peut appeler ça, on peut le symboliser sur les poupées russes. Tout le monde voit ce que c'est les poupées russes? Je n'ai pas d'image de poupées russes, mais je vais vous mettre pour les personnes qui ne voient pas très bien. Les poupées russes, ça me sort un film. Voilà, les poupées russes, je vais faire copier, coller. Poupées russes, c'est ça. C'est-à-dire que dans une tendance, dans un mouvement de marché, je vais avoir plusieurs choses qui vont se manifester. Toujours, 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 toujours. C'est ça, en fait, la théorie de dos. La théorie de dos, c'est vrai qu'après, on va la repérer par des points plus hauts, des points de plus en plus hauts, d'accord, mais avant tout, la théorie de dos, et vous devez comprendre ça. Et si vous comprenez ça, vous allez arrêter d'avoir des trades perdants. Si vous suivez ça, vous allez arrêter d'avoir des trades perdants. Que vous comprenez qu'il y a toujours une tendance principale. Dans cette tendance principale, vous aurez toujours des réactions secondaires. Et dans ces réactions secondaires, vous aurez toujours des courtes fluctuations. Toujours. Sur un graphique, ça peut donner ça. C'est un graphique sur l'euro-dollar. En weekly, on a un affiché de 2006 à 2020. Bon, je reprends la définition. Tout actif suit une tendance principale. On a dit sur combien de temps? 6 mois, 1 an. Laissez-moi les vagues d'Elliott, s'il vous plaît. On se concentre sur théorie de dos. S'il te plaît, Julien, c'est très, très, très important. On a ici une tendance principale qui a duré pratiquement 2 ans. Est-ce que pour vous, c'est difficile de se placer en bas et de prendre que des gains pendant 2 ans? Est-ce que ça vous paraît compliqué? Pareil, ici, on a une tendance principale qui dure à peu près de 2012, qui dure à peu près 2 ans. Tendance principale, 1 année. Tendance principale, 1 an. Tendance principale, presque 2 ans. Donc là, d'une manière très, très rapide, je vous ai mis tout simplement parce qu'après, c'était trop difficile pour moi de couper ici. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, chaque actif, là, c'est le cas de l'euro-dollar parce qu'on est en train de l'analyser, mais l'euro-dollar a une tendance principale sur 1 an, 2 ans. Votre travail à vous va être tout simplement d'aller repérer ces basculements de tendance. Ça peut être fait avec énormément de choses, par exemple des élections présidentielles ou lorsqu'on atteint des niveaux institutionnels. Ensuite, deuxième partie, dans laquelle il y a une réaction secondaire. Ici, on a des réactions secondaires. On a une tendance principale dans laquelle on a une réaction secondaire. Nous avons ici des réactions, des contractions. On a une réaction secondaire. Troisième partie de la définition, et on peut observer des courtes fluctuations. C'est généralement ce que vous allez voir sur un graphique weekly quand vous allez voir des grandes bougies haussières.
et après que le cours a continué. Le cours ne s'est pas retourné. C'est le cas ici. Le cours ne s'est pas retourné. Le cours ne s'est pas retourné. Le cours ne s'est pas retourné. Ici, il faudrait rentrer dans la définition pour voir ce que c'est. Pourquoi on a eu ça? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que déjà, c'est un peu clair pour tout le monde les trois mouvements de marché jusque-là? Est-ce que tout le monde a déjà appris quelque chose à partir de la slide 27? Mettez-moi un 9 si vous avez appris quelque chose. Je vais voir à peu près sur les 35 personnes qui a appris quelque chose. D'accord. Vraiment, c'est très important de retenir ça. Moi, quand j'ai compris ça, c'est ça qui m'a fait passer de l'intraday au swing. Et ça, j'insiste que ça marche sur n'importe quel intervalle de temps. Ça veut dire que là, j'ai décidé de le regarder sur plusieurs années, mais c'est valable si vous décidez de le regarder sur une année. Je suis sûr que si je le regarde par exemple, sur ce bout de tendance baissière et que je me focalise que là-dessus, je pourrais trouver les trois définitions, la tendance principale, les réactions secondaires et les courtes fluctuations. Et pareil, si je me mets sur un graphique en H1, je pourrais trouver une tendance principale, des réactions secondaires et des courtes fluctuations. Maintenant, et là, il faut s'accrocher parce que c'est technique. Donc, on a les trois phases que je viens de citer. Et ces trois phases-là, ces trois tendances-là, pardon. Déjà, je m'embrouille moi-même. Ces trois tendances, donc la tendance principale, la réaction secondaire et les courtes fluctuations. Non, Kevin, ce n'est pas du tout ça. Tendance principale, réaction secondaire et les courtes fluctuations, chacune de ces tendances a trois phases. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque phase, chaque tendance a une phase d'accumulation, une phase de participation et une phase de panique. Si vous ne comprenez pas, je l'ai en français beaucoup plus simple. Les phases d'accumulation sont toujours dirigées par ce qu'on appelle par des mains fortes du marché. Les banques, les institutions, par exemple, et les personnes avec énormément de portefeuilles. Ensuite, lors de la phase de participation, c'est là où les professionnels et le public initié va commencer à prendre position. Et ensuite, la phase de panique et de retournement, c'est quand le grand public et les arrivistes, ceux qui veulent faire des gains parce qu'ils pensent que FOMO, voilà, eh ben, ils arrivent sur un marché et au final, eh ben, tout le monde se place. Et vous devez comprendre que graphiquement, ça se représente comme ça. Et ça, c'est valable peu importe la tendance. Que vous soyez dans une tendance principale. Ben, si vous avez une tendance principale, vous allez bien avoir un moment où on a une compression, un moment où le cours part, et le moment où on a une compression, et le moment où le cours descend. Si je reprends mon graphique ici, et je vais toujours avoir ces zones-là dans les tendances principales, là donc on voit bien plusieurs tendances principales, j'ai bien un moment où ça part, où j'ai une consolidation, je descends, consolidation, je pars, consolidation, descente, consolidation, je pars, consolidation, descente, et ainsi de suite. C'est exactement ce que vous avez ici. Pareil ici, en réaction secondaire, on peut le voir ici gentiment, que même dans mes réactions secondaires, j'ai gentiment consolidation, je monte, consolidation, descente, consolidation, je monte, et ainsi, consolidation, pardon. Donc, consolidation, main forte, prise de position, montée du cours, retournement, et ainsi de suite. Dites-moi dans le chat qui, ici, s'est déjà fait avoir là, en rentrant sur un graphique, pensant qu'on allait continuer, et s'est fait attraper et s'est fait retourner. Mettez-moi un 2 si c'est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour éviter ça? Pour arriver toujours ici, d'être le perdant On a un parfait exemple, par exemple. On a ce qu'on appelle le Bitcoin. Le Bitcoin a suivi exactement ça, sur la tendance principale. On a eu la phase d'accumulation, le nombre de personnes qui sont rentrées depuis le début. Donc là, les mains fortes, ce n'étaient pas les banques, ce n'étaient pas les institutions. Les mains fortes, c'était tous les geeks, si tu préfères, toutes les personnes qui étaient déjà intéressées, qui s'étaient intéressées à la crypto-monnaie. Après, on a eu la phase de participation, quand on a eu énormément de personnes qui sont rentrées dedans. Moi, je suis rentré pour ma part déjà dans la phase de participation. J'étais rentré, je crois,
à 700 $ ou 1000 $ à peu près. Non, 500 $ le Bitcoin. Moi, j'étais rentré parce que j'avais quelqu'un qui faisait partie du public initié. Ce n'était pas un professionnel, public initié. Et ensuite, la phase de panique, on l'a eu. Donc, c'est monté. Les gens comme moi j'étais rentré à 500 $, je suis sorti à 18,5. Moi, je suis sorti. Et c'est exactement ce que tout le monde fait. Les mains fortes, elles sortent toujours au moment où la bulle elle commence à monter. D'ailleurs, la bulle spéculative n'est qu'une extrapolation de la théorie de dos. C'est un cas particulier de la théorie de dos. Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que déjà là, vous avez des petites questions? On fait une petite pause. Est-ce que vous avez des petites questions? Une bulle spéculative, c'est exactement ce qui s'est passé sur le Bitcoin, par exemple. Tout le monde pense que c'est l'investissement du siècle. Les gens rentrent en masse. Et au fait, après, le marché se retourne. Et comme ça, il y a plein d'exemples. Le pétrole a été spéculé. Il y a eu une bulle spéculative sur le pétrole. Le pétrole a été survendu. On a plus vendu de pétrole qu'il y en avait. Et on est passé de, si je ne me trompe pas, on est passé d'un baril de pétrole aux alentours des 50-60 $ pour aller taper comment on appelle ça, pour aller taper les 138. Non, le dollar suisse, si tu regardes le graphique du dollar suisse, la chute, c'est parce que c'est le taux plancher, mais ça, c'est une histoire de banque centrale. La bulle Internet, par exemple, aussi. Il y a beaucoup de bulles et les entreprises aussi subissent des bulles. Par exemple, GoPro, par exemple, Tesla, actuellement, si vous allez voir le chart de Tesla, c'est exactement ça. Donc, c'est toujours les mains fortes, les gens qui ont les notions, les investisseurs. Comment détecter la bulle et quel indicateur? Il n'y a pas de détecteur de bulles. Et ce n'est pas un cours sur les bulles qu'on est en train de faire, mais il n'y a pas de détecteur à bulles. La seule chose qu'il va falloir remarquer pour vous, c'est de comprendre parfaitement ce que c'est la théorie de dos. Si vous comprenez ce que c'est parfaitement la théorie de dos, vous serez capable ensuite sur les graphiques de remarquer à quoi ça ressemble une bulle spéculative. Je vous mets un petit graphique pour les personnes qui n'ont jamais vu. Il y a des gens qui ont déjà vu une bulle spéculative, à quoi ça ressemble à un graphique? Ça ressemble toujours à la même chose. C'est toujours. Ce n'est pas une grosse montée, c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'aimerais que tout le monde me réponde dans le chat. Est-ce que tout le monde a déjà vu ce qu'on appelle une bulle spéculative? Voilà, il faut vraiment être participatif. Parce que si vous ne l'êtes pas, moi je pense que c'est acquis et j'avance. Ok, je vois quand même il y a une majorité de non. Donc je vous montre à quoi ressemble une bulle spéculative. Copier. Copier. Une bulle spéculative, c'est différent de ça. Mais une bulle spéculative, c'est ça. On a la phase où on a les mains, argent intelligent. Ensuite, on a les investisseurs institutionnels. Donc là, on commence à avoir les professionnels qui commencent à prendre la main. Ensuite, on a le public qui arrive. D'abord, ici, on a encore les professionnels et les investisseurs. C'est-à-dire les personnes qui ont vu, ah, là, on a un truc qui vient de sortir. On a un truc qui vient de sortir, là. Et là, tu as les gens qui sont en train de se placer. Déjà. Dites-vous que vous, en tant que non-trader professionnel, et que vous n'êtes pas une institution, quand vous avez ce que vous appelez comme the information à prendre, vous êtes déjà en retard parce que vous êtes ici, vous êtes là. Donc le public souvent il rentre là, il rentre très rarement. Les professionnels rentrent là, le public rentre toujours ici. Donc vous arrivez toujours en dernier. Merci Kevin pour cette phrase. On arrive toujours en dernier. On a ce qu'on appelle après l'attention médiatique. Les médias commencent à en parler. Le Bitcoin ici, le Bitcoin. Prenons l'exemple du Bitcoin. C'est vraiment un très bon exemple. Pareil comme des entreprises qu'on a entendu parler, comme Tesla. Tesla, ça existe depuis un moment. Netflix, ça existe depuis un moment. On n'en a jamais entendu parler. Et subitement, du jour au lendemain, on entend Netflix. Attention médiatique. Et après, il y a les gens sceptiques. Et les gens opportunistes. Puis après, il y a de l'enthousiasme. Ah oui, le Bitcoin, on avait fait un article sur le Bitcoin était à 1000 $. Aujourd'hui, il en vaut 10 000. Oh, il en vaut 10 000. Il en vaut 14 000. C'est un investissement sûr. Oh, c'est un investissement sûr. Mais le Bitcoin, on va aller chercher 40 000. L'heure, paradigme, boum, descente. 18 000, descente 14 000. Les gens se sont dit, ah, c'est bon, ça repart, on va chercher le Bitcoin, tout ça, c'est comme ça un truc. Et on repart, ainsi de suite. Et Bitcoin, écroulement jusqu'à 3 000 $. Quand est-ce que je rentre? Moi, sur Tesla, j'ai pris une vente quelque part là. Ici, j'ai pris une vente sur Tesla.
Je suis parti chercher, je crois, de 800 $ à 450 $ à peu près, parce que je suis rentré ici. Parce que la notion des bulles spéculatives, théorie de dos. Comprenez que lorsque vous êtes là et que vous voyez par exemple sur un chart ou que vous voyez tout le monde qui vous dit il faut aller se placer là, Warren Buffett a toujours dit qu'il faut faire l'inverse de ce que le public fait. Quand les gens commencent à acheter, commencent à vendre. Maintenant, le plus important, c'est de comment définir une tendance. Si vous apprenez à définir une tendance, vous êtes capable de repérer soit ça, soit ça. Je vous montre ou pas? Dites-moi dans le chat, est-ce que je vous montre? Ok, super. Et je ne vous cache pas, parenthèse à ce que je disais tout à l'heure, je préférerais que la majorité des personnes ici dans ce chat cherchent plutôt à travailler leur théorie de dos et leur price action plutôt que de chercher à s'enrichir tout de suite. Puisqu'en vous enrichissant, vous êtes beaucoup trop stressé pour pouvoir travailler votre théorie de dos et travailler en même temps votre price action et votre Fibonacci. Il faut comprendre que cette méthodologie, elle va vous permettre d'apprendre à lire un graphique et notamment mieux comprendre ce qui se passe sur un actif. Trop de fois, je vois des personnes beaucoup trop, alors c'est peut-être aussi ma faute, mais beaucoup trop s'appuyer sur un Fibonacci. C'est vrai que le Fibonacci est là, mais le price action, et lui, il a une priorité plus importante. Et ensuite, c'est le Fibonacci. Ce n'est pas le Fibonacci, puis le price action. Et surtout de comprendre. Ne cherchez pas à prendre une position parce qu'on arrive sur un niveau hypothétique de Fibonacci. Ce sont des statistiques. Vous devez d'abord, encore une fois, peut-être certains vont me dire, ouais, mais Chris, on ne peut pas comprendre un graphique. Comprenez, comprendre. C'est vrai qu'on ne peut pas comprendre un graphique, mais comprenez. Comprendre ce qui se passe pour pouvoir s'adapter. C'est extrêmement important. C'est ce qui permet des fois de couper un trade. Moi, je n'arrive pas à comprendre encore des fois comment certaines personnes elles ont du mal à couper un trade. Moi, je coupe des trades. C'est pas grave. J'ai pas de FOMO. C'est pas grave. La majorité des cas où j'ai coupé des trades, c'était mieux pour moi. Je crois que depuis 2020, j'ai dû couper peut-être une vingtaine de trades. Sur les 20, je crois que j'en ai deux ou trois qui sont partis dans le bon sens. Est-ce que dites-moi dans le chat, est-ce que j'ai manqué de psychologie ou j'ai plutôt vu certaines choses sur les marchés qui m'ont fait comprendre que je devais couper? Puisque pour blaguer, on peut dire que j'ai manqué de psychologie. Mais je veux dire, pour 20 positions coupées où j'en ai 18 que heureusement que j'avais coupé. Par exemple, comme la position sur le gold. Le gold, on était rentré, je crois, 14,80, non, 16,89, je crois. Je l'ai coupé 16,84. C'était, non, 16,88, j'ai coupé 16,84 et au final, on a pris plus bas pour aller prendre 140 pips. Ou par exemple, le VTI que j'ai coupé ce matin. J'ai dit que j'allais vous montrer comment, Julien, un peu de patience, s'il te plaît, merci. On est dans le chapitre. Comment on fait pour voir ça? Il faut d'abord comprendre ces notions-là, les notions de pic et de creux. Là, on y vient sur la définition que vous avez demandé, la définition que vous m'avez donnée, des points de plus en plus hauts, des creux de plus en plus bas. Il va falloir être capable de repérer des pics. Bien entendu, je vous remets cette définition que je ne vais pas lire. Vous mettrez pause pour les personnes qui sont en replay. Mais c'est exactement cette notion-là, des points plus hauts, des points plus bas, plus bas. Graphiquement, ça veut dire ça. J'ai des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Bien entendu, on fait cette lecture-là sur une time frame donnée. Bien entendu, ici, vous allez avoir des bougies d'essoufflement qui vont vous donner des indications. C'est la même chose ici dans le cas d'une tendance baissière. Est-ce que ça vous paraît compliqué? Dites-moi dans le chat. Ben, l'exercice est fini. Je vous jure que l'exercice, il est fini. Ce n'est pas plus dur que ça. D'aller sur un graphique, de regarder le graphique, de dire, OK, je suis sur un point plus haut, j'attends. Et vous allez voir le graphique qui va passer. Est-ce que vous êtes sur un point plus haut? Vous revenez. Si vous regardez sur un graphique H1, vous revenez dans une heure. Ah non, ce n'était pas un plus haut. OK, j'attends.
Bien entendu, vous vous aidez du price action. Ah, on repart à la baisse. J'ai des points bas de plus en plus bas. Ouais, ok, ça tient la route. Ah, je commence à avoir un essoufflement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, rentrons un peu dans le détail, comment l'utiliser. La chose la plus importante qu'il faut comprendre, c'est que cette simple analyse peut permettre même aux plus novices d'entre vous d'identifier le contexte dans lequel une paire de Forex ou un indice boursier CFD évolue. C'est vraiment très important. Et là, encore une fois, ne serait-ce qu'en compte des mots, qu'est-ce que vous perdez à aller sur TradingView 30 minutes par jour? Ou vous rentrez le matin, ou vous rentrez le soir. Bien entendu, comme je l'ai dit au début, il va falloir manipuler le price action. Et la vidéo numéro 2, résistance, support, trendline, ça va vous aider à identifier certaines choses. Mais il y a une règle très importante que vous devez vraiment inscrire quelque part. Encore une fois, vous faites une capture et vous l'imprimez, vous le mettez en fond d'écran. C'est que les tendances, elles existent jusqu'à preuve du contraire. Julien, tu as dit parfois, tu as un pic qui est là pour te faire douter. Eh bien, voilà comment ne pas douter. Les tendances, elles existent jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas un retournement bien concret, ou par exemple une explosion d'un support, ou d'une résistance, ou d'une trendline, ou d'un Fibonacci qui pète son 0 ou son 100, mais réellement, pas juste un peu, à partir de ce moment-là, vous pouvez me dire que la tendance n'existe plus. Tant que vous êtes rentré dans aucune de ces configurations, la tendance, elle existe toujours. Est-ce que c'est un peu plus clair pour tout le monde? La tendance, elle existe toujours, sauf preuve du contraire. Du contraire. C'est-à-dire que je vais vous recommander dans un premier temps de trader la tendance. Trader dans le sens de la tendance. Laissez aux traders expérimentés d'aller chercher des trades de contre-tendance ou des positions à cheval ou du trade d'annonce économique. Laissez ça. Je vous recommande de laisser ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi je vous recommande de trader dans la tendance? Pourquoi je recommande de trader dans la tendance? Parce que c'est plus simple, c'est logique, ça permet de faire de moins d'erreurs. Il y a une probabilité de gain. En effet, de ne pas cramer le compte, c'est logique, c'est dans le sens du mouvement. Et la probabilité qu'une tendance se casse, s'il vous plaît les amis, la probabilité qu'une tendance se casse, elle est toujours plus faible qu'une probabilité qu'une tendance continue. Laurent, il a raison, statistiquement, on dit entre 70 et 80%. Si vous prenez un trade dans la tendance, vous allez le gagner, ce trade. Bien entendu, j'ai vu un message, là, on m'a parlé, oui, mais le DG30, tu as pris 600 points, la tendance, ça s'est inversé. Ça dépend comment tu regardes ta tendance. Est-ce que tu regardes la tendance en weekly ou tu regardes la tendance en daily ou tu regardes la tendance en horaire? C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la tendance en daily, elle est baissière. En weekly, pas du tout. On est peut-être en weekly, je dirais qu'on est peut-être dans une réaction. Il est là le problème? Faux, puisque ça va dépendre de votre style de trading. Et encore une fois, d'utiliser les figures chartistes. Puisque si tu traces un biseau ascendant sur le DG30 actuellement, tu peux voir très facilement pourquoi j'ai envoyé un sell. C'est pour ça aussi que maintenant, j'envoie comment on appelle? J'envoie mes graphiques. Mais comme je l'ai écrit ici, parce que si vous vous trompez, que vous rentrez dans le mauvais sens, ou que vous rentrez trop tôt ou trop tard, bah, la tendance générale, elle va jouer dans votre faveur. Même si vous êtes positionné, dans ce sens. Si vous n'êtes pas positionné dans ce sens, eh bien, tout simplement, vous n'allez faire qu'augmenter. Alors, je vois, Yvan, tu parles des pourcentages. Les pourcentages, mettez ça à la poubelle aussi, encore une fois. Je ne regarde jamais les pourcentages. Moi, je ne regarde jamais les pourcentages parce que déjà, les pourcentages, c'est des pourcentages qui sont donnés en daily. Donc, on te donne un pourcentage en daily. Oui, et. À qui c'est déjà pas arrivé de trader les CAC 40 en intraday et au début de la journée, on était en négatif, puis en positif, puis fin de la journée, 0%.
À qui c'est arrivé? Et il a raté tous ses trades en plus. Alors qu'en intraday, en plus, tu aurais pu prendre une vente et un achat, ou d'attendre le bon moment pour prendre un achat ou une vente. À qui c'est déjà arrivé? CAC 40 ou un indice boursier? Ok, regardez dans le chat, c'est déjà arrivé. Donc, n'utilisez jamais la lecture en pourcentage pour vous donner une idée de ce qui se passe. Depuis le début que je vous donne des formations, est-ce que je vous ai déjà dit, allez regarder les pourcentages sur un graphique sur TradingView? Si c'était le cas, je vous l'aurais dit dès le départ. Call numéro 1 ou call numéro 2. Regardez le pourcentage sur TradingView. Non, je vous dis quoi dès le début? Call numéro 2. Qu'est-ce que je vous dis? J'aimerais savoir s'il y a des personnes qui se rappellent. Call numéro 2, je dis quelque chose de très important. Ça tient en 3 lettres. Merci Lily. RST. Je ne vous parle pas de pourcentage. Résistance, support, trendline. Largement suffisant. On a un exemple ici, on est sur l'euro-dollar américain. Pour les personnes qui se demandent, oh, mais comment je fais pour voir? À votre avis, quand je suis dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je vous donne 3 propositions et vous répondez dès que j'ai terminé. Donc, vous allez mettre le chiffre 1, 2 ou 3. Proposition 1, je vais me placer à la vente, je vais chercher le point ici. Proposition numéro 2, je me place à l'achat. Position numéro 3, je fais rien. Dites-moi dans le chat. Ici, il y a 2 réponses qui sont valables. Il y a la réponse « je prends une position à l'achat » et il y a la réponse « je fais rien ». Je prends une position à l'achat. Pourquoi? Je vois que j'ai un début de tendance qui tient depuis plusieurs mois. Potentiellement, j'ai un point plus haut ici. La forte probabilité ici que je parte dans ce sens-là, dans mon canal haussier, elle est quand même importante. Si je suis un frileux, numéro 3, j'attends et je prends ici, j'attends la touchette ici au plus bas. Slide suivante. Donc, on est arrivé sur le point. Et ici, je peux me placer, aller chercher ici une position. Maintenant, dans le cas de figure suivant. Vous, pareil, 1, 2, 3. Qu'est-ce que je fais dans cette position? Est-ce que je prends une position à l'achat? Est-ce que je maintiens ma position? Est-ce que je prends une position à la vente? 1, 2 ou 3. Alors, donc, je vois, il y a des personnes qui maintiennent une position et qui prennent, on est 38, je n'ai pas vu 38 réponses, j'aimerais vraiment que tout le monde participe. J'aimerais voir la tendance générale des positions. Position numéro 1, je prends une position en renfort. Numéro 2, je maintiens ma position. Numéro 3, je prends une position à la vente. Techniquement, on ne peut pas prendre une position à la vente. On ne peut pas maintenir sa position et prendre une position à la vente. Parce que c'est se fumer ses bénéfices de faire ça. La bonne réponse ici, c'est de maintenir. Théorie de dos, qu'est-ce que je vous dis depuis le départ? Tendance principale. Vous avez déjà pris ici sur un point plus bas. Pourquoi vous êtes gourmand au point de vouloir prendre une vente juste pourquoi? Pour shorter? Et peut-être que ta tendance principale, ben, si tu fais déjà une prise de gain, mais si on va chercher les 1,40, alors que toi, tu as clôturé ta position, ou qu'on arrive ici, au final, tu te retrouves à presque faire un break-even ou un SLBE. Alors, ok, tu auras pris peut-être quelques pips. Mais si on attend un point 1,40, vous préférez prendre des pips là, ou des pips là jusqu'au 1,40? Dites-moi, le 1 ou le 2? Déjà, rien que là, je suis en train de voir que votre psychologie, sur un simple exemple, on est sur des photos, déjà, je suis en train de voir que la psychologie, voilà, là, pas du gain, FOMO, encore une fois, on veut toujours là, on veut prendre ça. Ah, j'ai pris ici, je veux prendre ça. Mais pourquoi tu ne restes pas dans le sens de la tendance? Depuis mars, on est au mois de septembre. Pourquoi vous ne voulez pas rester dans le sens de la tendance? Dites-moi dans le chat. Puisque, bien entendu, regarde Sabrina, tu te serais placé en vente ici, juste là au point, tu aurais pris un SL. Tu aurais pris un SL parce qu'on a touché ce point ici. Donc, ta gourmandise ici, votre gourmandise ne vous transforme pas en trader rentable. Par contre, si j'avais juste maintenu, je serais parti ici chercher. Et ok.
Et regarde, même ici, en prenant une position potentiellement à la vente, tu es tellement loin de ton prix d'entrée que tu peux te permettre de te le faire. Parce que tu es loin de ton prix d'entrée. Et qu'est-ce que je fais ici, les amis? Position numéro 1, je prends un renfort à l'achat. Position numéro 2, je prends une vente anticipée avec la cassure. Ou position numéro 3, je ne fais rien. Deux écoles ici. La logique voudrait qu'on soit rentré au 1.30. On est déjà parti chercher 1.35, 1.38. On a potentiellement un 800 pips ici. On a un 800 pips ici. Si dans votre objectif de trading, c'est suffisant et que ce trade-là est clôturé, pourquoi pas revenir encore une fois dans le sens de la tendance. Si vous vous trompez, et uniquement si vous avez pris une position déjà dans votre tendance, si vous vous trompez, votre trade que vous avez pris ici va compenser le SL perdant que vous allez mettre. Si votre position est toujours ouverte depuis les 1.30, vous pouvez toujours maintenir. Bien entendu, ici, là où il faudra faire attention, c'est qu'on a eu un rejet, deux rejets, trois rejets. Je vous le dessine parce que je n'avais pas pensé à vous le faire. Mais par exemple, dans cette zone-là ici, je me rends compte, aucun remplissage, je vais le mettre en rouge, puis après je vais supprimer, mais je me rends compte que dans cette zone-là ici, si je prends une position à l'achat et que j'ai encore un rejet, on commence à avoir une configuration de type triple top, peut-être qu'il faudrait commencer à prendre des gains, pourquoi pas clôturer. Mais l'idéal, c'est encore une fois, donc on était là, c'est de maintenir double top et une fois que j'ai la cassure de cette figure qui date depuis avril, qui a tenu plus d'un an, qu'est-ce qui se passe en trading lorsque pendant plus d'un an, j'ai eu une tendance qui a maintenu? Je parle un peu lentement, on a pris du retard, c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe? Une tendance qui est enfin passée depuis plus d'un an. Une tendance qui casse depuis plus d'un an, la probabilité, elle est plus élevée de partir à la baisse. Mais Sabrina dit un vrai truc, on peut avoir un breakout. On peut avoir un faux signal. Ce qui va vous donner ici l'indication, c'est notamment cette zone où on est actuellement à peu près, qui est une zone de pivot. Et là, avec vos résistances support trendline, vous pouvez aller chercher, donc on était là, on allait chercher un point plus bas. Ici, cette résistance, on est venu tester. Et la position ici est à prendre là. Exactement, je vous mets la flèche. Certaines personnes gourmandes auraient aimé la prendre ici, et la position ici, elle est à prendre là. Au moment du retour sur cette oblique ici, sur cette résistance que certains arrivent à voir. Est-ce que tout le monde arrive à voir la résistance ou pas? Si vous n'arrivez pas, j'essaye de vous... Ouais, c'est celle-là. Voilà. Sur cette oblique. Est-ce que vous m'avez vu utiliser des pourcentages? Est-ce que vous m'avez vu utiliser Fibonacci? Est-ce que vous m'avez vu utiliser je ne sais quel outil? J'ai utilisé juste résistance support trendline. On est sur un intervalle de temps qui est extrêmement long, mais encore une fois, sur les grands intervalles de temps, et ça je l'avais dit, plus une résistance, plus une RST est visible sur le long terme, plus on peut lui accorder de l'importance. Est-ce que ça vous va? Je n'ai pas parlé trop vite, malheureusement, parce qu'il fallait que ça soit clair pour tout le monde. Et en fait, et ça encore une fois, c'est les figures chart ici, c'est des choses très très simples. Retour avec un pullback sur une ligne comme ça, ici. Et je crois que dans l'or, aujourd'hui, on est à peu près dans une configuration similaire. Et après, hop, vous prenez une position à la baisse. Mais ce qu'il va falloir vraiment faire très attention, et c'est pour ça que je vous demande de passer du temps sur TradingView, c'est qu'il va falloir regarder, ne pas regarder de trop près. Il va pas falloir, alors ce sont des exemples exagérés, hein, mais il ne va pas falloir se mettre sur un graphique M1 pour aller chercher une tendance en daily. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup trop d'unités et vous ne pourrez pas dégager une tendance claire. Ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas la bonne méthode. Ça ne sert à rien aussi de prendre trop de recul pour aller chercher une tendance. Ça ne sert à rien de se mettre… Ça, vous allez le faire au début. Sachez-le. Il va falloir garder votre motivation
même si vous faites n'importe quoi. C'est-à-dire que même quand vous allez regarder un graphique weekly pour chercher une tendance horaire, à un moment donné, dites-moi dans le chat, ça vous est jamais arrivé, vous êtes en weekly, vous zoomez, et après vous avez que des gros bâtons, aucune précision. Dites-moi, que des gros bâtons. Après, tu n'arrives même pas à placer tes trendlines parce que tu es trop proche. Du coup, ça, c'est par exemple l'information pour vous dire de descendre une time frame. Ou pareil, quand vous avez besoin de trop zoomer pour placer une résistance, une support, une trendline, ça vous donne l'indication de dire, ah, voilà. Mais n'oubliez pas de commencer toujours par, comme je vous l'ai montré, résistance, support, trendline à placer sur un mois, en monthly, en weekly, en daily et pourquoi pas en H1. C'est extrêmement important. Et un graphique s'inscrit dans une tendance. Kevin a dit quelque chose tout à l'heure, plus ou moins 2 time frames, plus ou moins. Si vous êtes un trader plus ou moins swinger ou quelqu'un qui regarde plutôt des tendances journalières, regardez en daily, regardez en weekly et regardez aussi en H4. Ça peut vous aider. Si vous êtes quelqu'un qui cherche des tendances pour faire du scalp, bah regardez en 15 minutes, regardez en 5 minutes. Regardez pourquoi pas en 1 minute si vous arrivez à voir certaines choses. Et après, il y a chacun ses propres à soi-même. Moi, je ne peux pas venir vous imposer parce que votre style de trading, ça dépend énormément de votre psychologie. Ce qu'il va falloir vraiment faire, comme je dis tout à l'heure, je préférais que vous passiez 2 heures sur les marchés à tracer juste des trendlines, même 1 heure par jour, même 15 minutes par jour, plutôt que de chercher tout le temps des prix d'entrée. Mais je vous garantis qu'il y a des gens qui vont faire ce taf et qui vont vraiment le faire d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, d'ici 4 mois. Vous allez commencer à comprendre et à pouvoir lire des graphiques. Pour les swings, je ne descends jamais en dessous des H1. Je ne réponds pas pourquoi, mais la réponse est dans ta question. Est-ce que j'ai besoin de regarder en dessous d'un H1 pour aller chercher un swing? Non. Donc, exercez votre œil sur TradingView. C'est extrêmement, 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 je répète, extrêmement important. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous former. Et le plus important, juste avant, c'est que si vous ne savez pas comment lire le price action, parce qu'en fait, on revient encore sur la même chose, il est peu probable que vous sachiez comment comprendre un graphique de prix. Arrêtez, s'il vous plaît, de m'envoyer des messages, de me parler de stratégie, de me parler de vagues de Wolf, de me parler de bande de Bollinger, de me parler de moyenne mobile. Ça ne sert à rien si vous ne savez pas lire un graphique, tracer des résistances, des supports, des trendlines. Ça ne sert à rien. Vous travaillez dans le vent, vous êtes dans un bateau qui a un trou. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Et vous ne serez jamais des traders rentables. J'insiste, ce n'est pas pour rien que c'est la deuxième vidéo. Ce n'est pas pour rien que j'insiste encore une fois. C'est un call débutant, je sais que certains vous n'avez pas la psychologie, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez d'aller chercher des stratégies de trading. Ça ne vous sert à rien. Et je vous garantis, dites-moi dans le chat, ceux qui sont avec moi depuis plusieurs mois, dites-le moi. Si depuis que je vous apprends les résistances support trendline, si votre trading ne va pas beaucoup mieux, si vos graphiques ne sont pas juste plus simples, plutôt que de mettre 25 000 indicateurs et tu ne sais même pas prendre une position. J'aimerais savoir à quoi ça vous sert de mettre 25 000 indicateurs si vous ne pouvez pas prendre une seule position. À quoi ça sert que d'aller chez Castorama ou à la Coop Brico pour les Suisses, d'acheter tous les outils du magasin et tu arrives à la maison, même pour peindre ou pour préparer un mur, tu as du mal. Je n'ai pas dit que tu ne feras pas quelque chose, mais la probabilité que tu fasses n'importe quoi, elle est fortement élevée. Le plus important, c'est que n'oubliez jamais en bourse, c'est dommage, son nom ne sera pas lisible, mais cette personne, elle a dit Icar. Vous connaissez Icar? Icar, je crois que c'est mythologie grecque. La personne qui a des ailes et puis elle touche, elle se brûle les ailes, elle touche le soleil tellement elle vole haut. Et Icar, c'est comme la bourse, au fait. On ne parle que de lui pour sa chute. Quand vous voulez faire le gain de trop en trading, chute. N'oubliez jamais ça.
N'oubliez jamais que quand vous entendez quelque chose aussi, ça veut dire qu'il y a une chute qui arrive. L'évidence est à fuir en trading. Un plaisir pour moi de vous former. N'oublie pas le petit pouce bleu si tu regardes cette vidéo en replay.